Bonsoir et bienvenue dans cette première de Délivrez-nous. Je suis Maxime Pisano et je vous propose un vendredi par mois pendant 40 minutes, un concentré d'actualité littéraire accompagné bien sûr d'un invité de choix, un éditeur, un libraire, un bibliothécaire ou encore ce soir avec nous un auteur pour nous délivrer de la morosité ambiante. Aujourd'hui, c'est un auteur donc lorrain de fantaisie notamment, mais on en parlera un tout petit peu après, que je suis heureux de recevoir comme premier invité, Jean-Philippe Jaworski. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Maxime. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Délivre et nous sur RCF, présenté par Maxime Pisano. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance de te connaître, comme moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se tutoie, on se permet, je vais te présenter un petit peu, n'hésite pas à me couper s'il y a des bêtises, des énormités. Tu es donc un auteur, alors notamment de fantasy, parce que tu n'as pas fait que ça, et tu as écrit dans plusieurs formats, des nouvelles, des romans, des jeux de rôle, on en parlera un tout petit peu aussi, et même une pièce de théâtre. Il y a déjà quelques... Ça fait pas si longtemps en même temps, mais ça paraît si loin. Le public et la critique te connaissent depuis déjà un petit paquet de temps, notamment grâce à Gagner la guerre qui est sorti en 2009, prix Imaginal, excusez du peu quand même, adapté depuis en bande dessinée, on va en parler. Il y a également d'autres productions qui sont arrivées dans l'univers du Royaume, dont on va reparler un tout petit peu après. Mais depuis quelques années, tu es quand même pas mal occupé, même si tu vas te faire une petite parenthèse qui doit te faire le plus grand bien, j'imagine, par le cycle Roi du Monde, dont on attend une troisième partie peut-être bientôt. Alors en ce qui concerne le cycle Roi du Monde, qui est un cycle de fantaisie historique, malheureusement il faudra un peu patienter, dans la mesure où dans l'intervalle je suis revenu au Vieux Royaume. Donc le cycle Roi du Monde qui comportait 3 parties sur la vie de Bélovèze, un conquérant celte, a déjà vu la parution des 2 premières parties, et s'est arrêté de façon très cruelle à la veille du versant historique de son histoire, c'est-à-dire du départ des Celtes vers l'Italie. Un grand cliffhanger qui nous a laissé un petit peu tous démunis, mais bon, effectivement, ça fait plaisir de revenir dans le Vieux Royaume. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vieux Royaume, c'est un peu, si je me permets cette comparaison qui est très flatteuse, mais c'est un peu ta terre du milieu à toi, en quelque sorte. C'est ton univers à toi dans lequel tu évolues depuis un petit paquet d'années. Oui, c'est vrai, je suis un vieux Tolkiendil, c'est-à-dire un vieil amoureux de la terre du milieu. J'ai beaucoup joué dans la terre du milieu, et à l'origine, le Vieux Royaume est lui-même un univers de jeu, avant d'avoir été recyclé en univers de fiction un peu plus littéraire. Donc oui, il y a un lien de filiation très très fort entre la Terre du Milieu et le Vieux Royaume. C'est un monde en déclin, je pense qu'on peut le dire comme ça, des conflits militaires, des conflits religieux, des États en délabrement pour certains d'entre eux. Outre que le fait que c'est un univers assez idéal pour raconter des histoires, du coup, on ne peut pas s'empêcher, mais c'est sans doute voulu de ta part, mais on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec notre propre histoire, notre propre univers à nous et notre propre époque. Est-ce que c'est une façon assez pratique, entre guillemets, pour toi de parler de thématiques qui te tiennent à cœur et qui seraient peut-être plus compliquées à faire dans un roman historique classique ? Alors, c'est possible. À l'origine, quand même, il y a une raison ludique au fait que ce vieux royaume, en fait, il s'appelle ainsi parce que le royaume qu'il a composé a disparu, il s'est effondré 2 siècles auparavant. Et différents provinces qui formaient ce royaume sont devenues plus ou moins des États indépendants, parce que dans certaines régions, les États se sont même effondrés. Je pense qu'il y avait d'une part un hommage à la nostalgie qui imprègne aussi bien alors, la Terre du Milieu, puisqu'on en parlait, puisque la Terre du Milieu est aussi un espace où des royaumes ont disparu, qu'un hommage en fait à une certaine nostalgie pour les Arthurianas, c'est-à-dire les textes arthuriens. Une grande partie de la littérature médiévale est fondée sur la nostalgie pour le royaume d'Arthur qui a disparu. Donc il y avait ce double patronage en fait, qui était à l'origine du Vieux Royaume. Et d'autre part, je voulais, d'abord pour les joueurs, puis pour les lecteurs, proposer un univers médiéval typique, mais aussi un univers médiéval sans roi. Oui. Donc, j'ai recyclé un certain nombre de gouvernements autres que monarchiques, féodaux, communaux, républicains, puisqu'il y a bel et bien eu des républiques au Moyen-Âge, ou claniques d'ailleurs, ce qui permettait d'offrir une certaine diversité aussi bien aux joueurs qu'aux lecteurs, et puis une autre approche de l'imaginaire médiéval. On reste dans l'imaginaire, mais c'est un imaginaire qui n'est plus fondé sur le vieux topos du roi, du service rendu au roi, qu'on retrouve finalement d'une certaine façon jusque dans
le Trône de Fer, où même s'il s'agit d'un royaume qui est en pleine déliquescence, c'est toujours la question de la couronne qui est en jeu. Tout à fait. Et c'est un univers, alors le Vieux Royaume en tout cas, que tout le monde ne connaît pas forcément. Moi, des personnes qui viennent me voir en me demandant quelle est la meilleure porte d'entrée, j'ai tendance à dire Genuavera. Est-ce que tu aurais tendance à dire plutôt Gagner la guerre ou un autre de tes ouvrages ? Alors, en ce qui me concerne, moi, je conseille aussi Genuavera, parce que ça permet d'avoir un aperçu sur différentes régions du Vieux Royaume, différentes atmosphères. En ce qui concerne les retours que j'ai de la part de mes lecteurs, en fait, Genuavera, qui est un recueil de nouvelles, ou Gagner la guerre, qui est un gros roman, sont souvent le premier texte par lequel ils entrent dans le cycle, et ça ne les gêne pas de commencer par l'un ou par l'autre. Je conseillerais plutôt Genuavera, mais encore une fois, Gagner la guerre aussi très accrocheur. Hein. Oui. Par conséquent, il y a beaucoup de lecteurs qui viennent aux nouvelles après être passés par le roman. Et donc, ton actualité est liée à cet univers qui t'a fait connaître d'une grande partie du grand public. Le tome 4 de la bande dessinée, puisqu'il y a eu une adaptation en bande dessinée de Gagner la guerre avec Frédéric Genet, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Frédéric Genet, qui est à la fois le scénariste et le dessinateur de la série. Il va bientôt commencer à travailler sur le 5e album, qui sera l'adaptation de la fin du roman. En fait. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'il va avoir le même syndrome que tu peux avoir de ton côté, c'est-à-dire il doit y avoir 5 tomes, et finalement il y en aura peut-être un 6e, peut-être un 7e, voilà où on est sûr que le 5e serait potentiellement le dernier. Je pense que le 5e sera le dernier parce qu'il est beaucoup plus rigoureux dans ses relations avec son éditeur que je ne le suis. Donc elle ne lui impose pas des tomes à rallonge, hein. Il a défini 5 albums avec lui, je pense qu'il va s'y tenir. Et 2023 va être également une année riche dans cet univers-là, puisque d'après ce que j'ai pu comprendre, ce ne sont pas 1, mais 2 romans qui nous attendent l'année prochaine. Alors, en fait, c'est un roman en 2 tomes. C'est Le Chevalier aux épines, mais en 2 tomes. Alors, sachant qu'il a une structure un peu particulière, c'est-à-dire qu'il aura plusieurs narrateurs. Gagner la guerre était un roman univoque, il y avait un seul narrateur. Et par conséquent, le découpage du Chevalier aux épines correspondra aussi à un changement de narrateur. Mais c'est bel et bien un seul roman. Et à la limite, pour les lecteurs patients, je conseillerais plutôt d'attendre que le 2e tome soit sorti pour se lancer dans le premier, parce que même s'il y a un changement de narrateur, un basculement de point de vue d'un tome à l'autre, il y a quand même une continuité dans l'action d'un tome à l'autre. Qu'on soit d'accord sur un petit point, les personnes qui s'attendaient à voir éventuellement la suite des aventures de Benvenuto en seront un peu pour leurs frais. Ce n'est pas du tout la suite des aventures de Benvenuto. C'est dans le même univers, mais ce sont d'autres personnages. Sans spoiler, bien évidemment. Je ne veux pas du tout te faire divulgacher quoi que ce soit, mais on est bien d'accord que ce n'est pas une suite directe à Gagner la guerre, cependant. Alors, ce n'est pas une suite directe à Gagner la guerre, mais les choses sont peut-être un peu plus compliquées que ça. Ah, tu me mets dans la bouche, là. En ce sens que l'action se passe environ 18 mois après celle de Gagner la guerre, dans une autre région, dans le duché de Bromael, avec d'autres personnages a priori. Mais petit à petit, les personnages du premier roman vont s'imposer dans le 2e roman. Et il n'est pas exclu que Benvenuto, qui est le protagoniste du premier roman, qui est un assassin, il fasse des incursions sur un mode assassin, c'est-à-dire furtivement, sournoisement, on reconnaît bien là, et qu'il finisse par jouer des coudes pour exister dans le fil du récit. Oh, c'est une bonne nouvelle. Enfin, pour beaucoup, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même un personnage assez incroyable, l'anti-héros par excellence. Est-ce qu'on peut dire sur RCF que c'est quand même un fiefé salopard ? Oui, je crois qu'on peut dire que c'est un fiefé salopard. Et c'est ce qui avait fait son charme quelque part auprès du public. Il a tout pour plaire. Hein. Il a tout pour plaire, c'est le gendre idéal, absolument. On va parler d'un autre élément, Jean-Philippe, qui est intéressant peut-être aussi pour les personnes qui te découvrent. C'est ce qui concerne ta méthodologie. Les personnes qui vont lire tes romans vont se rendre compte assez rapidement qu'il y a un énorme travail de documentation derrière. Je ne veux même pas savoir la taille de ta bibliographie. C'est assez marquant dans ce que tu écris, à tel point qu'on pourrait presque s'imaginer que ce sont des romans historiques qui ne sont pas de la fantaisie. Est-ce que quelque part c'est ce qui prend le plus de temps dans ton travail, c'est la documentation, c'est le travail de recherche? Alors la documentation me prend énormément de temps, aussi bien en amont que pendant l'écriture, parce que souvent pendant l'écriture je me heurte à des problèmes de vraisemblance. Ce qui m'intéresse beaucoup en fait, c'est de construire un monde secondaire, fictif, tellement vraisemblable justement qu'il
finissent par acquérir cette teinture historique. Mais il y a d'autres aspects du travail qui me prennent aussi beaucoup de temps. Des questions d'organisation de la narration, certains jeux formels aussi. Là, dans Le Chevalier aux épines, ça sera très visible par les lecteurs. Il y a un hommage à certaines esthétiques médiévales, en fait, qui m'a demandé énormément d'énergie et de temps. Donc, la documentation me prend beaucoup de temps, mais il n'y a pas que ça. Il y a certains enjeux de la construction narrative et de l'esthétique formelle qui vont me demander aussi pas mal de temps. Je prends un exemple très très concret. Dans Gagner la guerre, il y a un moment donné, il y a un débriefing entre truands qui se fait intégralement en argot. Oui. Rien que pour la composition de ce dialogue, il m'a fallu un mois de travail. Oui. Parce qu'il a fallu que je me constitue mon lexique, il a fallu que je constitue un lexique qui soit compatible avec le niveau culturel de l'univers. Il a fallu ensuite que je me pose la question du caractère compréhensible ou incompréhensible pour le lecteur, que j'essaie de concevoir un dialogue dont les grandes lignes soient à peu près compréhensibles pour le lecteur, alors que le mot à mot est quasiment incompréhensible. Et ça m'a demandé un très très gros travail de composition qui était pas énormément un travail de documentation pour le coup. Jean-Philippe, est-ce que c'est cette façon de travailler qui t'amène régulièrement à scinder, si je puis dire, ton travail sur un plan éditorial, ce temps qui est nécessaire, ce gros travail derrière qui fait que, contrairement à d'autres auteurs qu'on retrouve régulièrement pendant la rentrée littéraire, tu peux difficilement sortir un roman par an, ce que je comprends tout à fait. Je pense notamment à la deuxième partie du cycle Roi du Monde, qui comprend finalement 4 branches, même si une nouvelle édition les a rassemblées, ou à ton prochain roman qui en 2 parties. Est-ce que c'est à cause de ce travail-là que forcément derrière ça a un impact éditorial ? Alors, je pense que le travail de documentation a un impact sur le volume. Il y a d'autres éléments qui sont pour le coup plus spécifiquement liés à la fantaisie. C'est une dynamique d'ailleurs qui est analysée par Anne Besson, qui est le professeur de littérature spécialiste des littératures de l'imaginaire, et qui a observé que très souvent les livres de fantaisie ont tendance à devenir des romans fleuves, des cycles à X volumes. Donc il y a une inflation narrative qui semble spécifiquement liée à la fantaisie. Alors, elle le dit, et je pense que c'est assez juste, elle l'explique par le fait que le livre de fantaisie est nécessairement un livre univers. Et à partir du moment où on se met à développer l'univers fictionnel, ce qu'on n'a pas forcément à faire dans un roman historique, dans un roman de littérature générale qui traite de l'actualité, où finalement beaucoup d'éléments du cadre sont déjà connus par le public. Dans le roman de fantasy où on va développer un univers secondaire, donc un univers fictif, en fait, l'univers va se nourrir de lui-même. En ce qui concerne Le Roi du Monde, qui est un roman de fantasy historique se déroulant dans l'Antiquité, il y a aussi eu un autre phénomène. On est dans une société héroïque au sens homérique du terme. Et dans ces sociétés, en fait, tout le monde se connaît. Donc, il était assez difficile de mettre en scène simplement quelques héros. Il fallait, pour que l'univers soit crédible, qu'il soit intégré dans une société héroïque où en fait il y a tout un réseau social très archaïque mais très présent, et à partir du moment où on démultiplie les personnages, on démultiplie les intrigues secondaires et ça provoque une inflation narrative. Des livres et nous sur RCF. Alors il est difficile de passer outre la rentrée littéraire, ça pullule de partout, on en parle absolument dans tous les médias, comme chaque année, les éditeurs, les libraires, tous se frottent les mains pour vous présenter de très 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 nombreuses nouveautés, même si cette année, la profession s'est voulue prudente, vous ne me voyez pas en studio mais j'ai fait des guillemets avec mes mains, comme nous le signale France Info sur son site, seulement 490 livres pour la rentrée littéraire, contre 521 en 2021, c'est la première fois depuis 20 ans qu'on passe sous la barre des 500 livres pour la rentrée littéraire d'automne, parce que bien évidemment il y a une autre rentrée littéraire au début de l'année suivante. En cause, selon le magazine spécialisé qui a interrogé les éditeurs, la pénurie de papier bien sûr, et les incertitudes liées au rapprochement entre Editis et Hachette, qui a été un peu le feuilleton de l'été et qui inquiète beaucoup le monde de l'édition. Selon les données Livre Hebdo et Lectre Data Service qui ont été publiées fin juin, c'est donc une baisse de 6% qui est prévue et qui manifestement a un impact assez conséquent. Malgré tout, ça reste quand même un nombre impressionnant de livres qui sortent chaque année. Est-ce que toi-même, Jean-Philippe, tu fais partie de ces personnes qui guettent, qui scrutent la liste des quelques 500 livres qui sortent chaque année, ou alors, comme moi, puisque je le dis très franchement, tu fais partie de ces gens qui passent volontiers leur tour ?
Alors bon, je devrais mentir et puis dire que je suis attentivement la rentrée littéraire parce que il faut quand même se tenir au courant de ce qu'écrivent ses contemporains. Bon, pour être tout à fait franc, je bats ma coulpe. Non, je ne la suis pas trop. Je la suis de loin. Je suis surtout le versant économique, en fait. Et effectivement, les difficultés qui ont entraîné une contraction du marché, ce sont des difficultés qui sont dues aux facteurs que tu évoquais. Il y a aussi le fait que l'année précédente était une année d'élection présidentielle et que le marché du livre a toujours tendance à connaître un repli au moment des présidentielles. Donc, tout ça, ça a provoqué un certain nombre de difficultés qui ont sans doute poussé les éditeurs à contracter un petit peu leurs propositions. Et ce, même si on est sur une année d'élection où on n'a jamais eu autant de livres d'hommes et de femmes politiques qui sortent et qui sont des grands succès de librairie, comme chacun sait. Oui, bien sûr. Oui. On a des littéraires. On n'a pas de scientifiques dans la classe politique, mais alors on a énormément de littéraires. On a énormément de littéraires. On parle parfois également de rentrée littéraire d'hiver pour parler du premier trimestre de l'année suivante. Tu sors ton prochain roman en janvier, je ne l'ai pas précisé, le 13 janvier 2023 en l'occurrence. Alors en fait, ce serait le 17 janvier. Ah, le 17 janvier, voilà. Il y a eu un petit ajustement récemment. Un petit ajustement, mais ça reste en janvier. Est-ce que l'idée sur le plan éditorial, alors je présume volontiers, mais est-ce que l'idée sur le plan éditorial, c'est d'essayer de coller à ce calendrier traditionnellement plutôt trusté par la littérature blanche que par les littératures de l'imaginaire, ou alors est-ce que c'est juste une question de voilà, ton livre n'était pas encore fini à ce moment-là, il fallait le sortir plutôt en janvier? Non. Ça, c'est une décision qui a été mûrie par mon éditeur et par moi, indépendamment du fait que je tire à la ligne pour terminer mes romans. La raison de janvier, en fait, elle est assez simple, c'est que mon éditeur m'accuse d'empêcher de vendre ses autres titres. Donc, il me réserve un mois. Et un mois qui ne soit pas gênant pour les autres titres. Alors, en règle générale, c'est la raison pour laquelle il a plutôt tendance à me placer en janvier. C'est une bonne raison. France Info, toujours, nous signale une initiative intéressante, d'ailleurs, pour ceux qui, comme nous, seraient perdus par cette profusion de sorties de livres concentrées entre la mi-août et la fin octobre. C'est une initiative de 700 librairies indépendantes qui s'appelle Les Défricheurs, pour faire découvrir aux lecteurs 10 pépites qui méritent d'être lues. Alors bien évidemment, c'est une liste de tout ce qu'il y a de plus subjectif, mais qui est assez intéressante. Elle a été publiée le 31 août. 10 œuvres encore inconnues, à suivre notamment. Moi, j'étais assez intéressé par le résumé d'un livre qui s'appelle Le colonel ne dort pas, d'Emilienne Malfatto, qui est aux éditions du Sous-Sol. Emilienne Malfatto, si vous ne la connaissez pas, elle avait reçu le Goncourt du premier roman en 2021. Pour un livre qui s'appelle Que sur toi se lamente le tigre. Donc ça permet de réduire un tout petit peu la liste, parce que effectivement 500 bouquins c'est beaucoup. Moi, ma question derrière, face à cette profusion de livres qui sont quand même souvent de la littérature blanche, on parle très peu de littérature de genre pendant cette période, et on les retrouve peu sur les étals des libraires pendant la rentrée littéraire. On a beaucoup parlé de l'Anomalie, prix Goncourt, qu'on a essayé de raccrocher, bien sûr, aux littératures de l'imaginaire, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un petit peu autre chose. On l'a peu présenté quand même de cette manière. Est-ce que tu es plutôt, toi, Jean-Philippe, des optimistes qui voient une entrée en douceur de la littérature, des littératures de l'imaginaire dans le moule commun, ou bien plutôt des pessimistes qui voient en gros un effacement des spécificités des littératures de l'imaginaire pour perdre un peu de leur identité et se fondre dans le décor? Alors ça, c'est une vraie colle et une vraie problématique, parce que c'est très discuté, y compris dans le petit milieu de l'imaginaire, où certains lecteurs préféreraient en fait que les littératures de l'imaginaire restent bien identifiées, bien à part de la littérature générale, et d'autres lecteurs se réjouissent en fait qu'il y ait des ponts qui s'opèrent entre littérature de l'imaginaire et littérature générale. Pourvu que la poétique y soit, dans la forme, dans les idées, dans le traitement. En fait, je dois avouer que c'est une question qui m'indiffère pas mal. On est d'accord. Moi, j'ai tendance quand même à revendiquer la fantaisie, alors que par exemple sur le cycle Roi du Monde, on a pas mal de gens me disent mais finalement c'est du roman historique et pas de la fantaisie, parce que je suis attaché en fait à la grande liberté que la fantaisie offre, non seulement à l'auteur, mais aussi au lecteur. Oui. Et puis c'est un choix que tu fais quand même depuis déjà quelques temps dans tes romans.
de laisser la magie présente dans ton univers, mais pas forcément au premier plan ou omniprésente partout, tout le temps. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que certains qualifient de low fantasy. Je ne sais pas si c'est une catégorisation qui te convient ou pas. Oui, ça me convient bien. En tout cas, pour le cycle celtique, ça me convient bien, effectivement. Je pense aussi que de cette façon-là, on se rapproche un petit peu du fantastique. Et justement, ça laisse toujours la liberté au lecteur d'interpréter la fiction comme il l'entend. Et je trouve toujours intéressant dans mes contacts avec les lecteurs, en particulier sur Roi du Monde, d'avoir des lecteurs qui vont lire ça comme du roman historique, avec une lecture purement rationnelle, comme du roman anthropologique, oui, voire comme du roman psychanalytique, ou alors comme de la fantaisie. Et justement, ça me permet de faire une bonne transition avec Tolkien. On en parlait en tout début d'émission. Je parle d'adaptation juste un tout petit instant. La série Amazon, Les Anneaux de Pouvoir. Pour tout vous dire, même si nous sommes dans les conditions du direct, c'est enregistré le jour de la sortie des Anneaux du Pouvoir, donc ni Jean-Philippe ni moi ne l'avons vu, mais ça pose question au grand amateur de Tolkien que tu es, et que je suis également pour tout dire, ça pose la question de l'adaptation d'une œuvre très courte, dans un format très très long, comme ça avait été finalement le cas avec la sortie de la trilogie du Hobbit. Alors, sur le sujet, pour le peu que je puisse en dire, c'est-à-dire pas grand-chose puisque je n'ai pas vu la série, connaissant un tout petit peu le fonctionnement de la fabrication des séries, de toute manière, ce sera nécessairement une adaptation. Ce sera nécessairement une adaptation fonctionnant sur un modèle feuilletonesque, avec un entrelacement narratif qui permet donc d'amplifier le volume, le volume sériel, en fait. Après, est-ce que ce sera fidèle ou est-ce que ce sera une nouvelle œuvre aux Imaginales, Vincent Ferré, qui est le grand spécialiste français de Tolkien, faisait bien la distinction entre la série Amazon et le Silmarillion, en disant de toute manière, la série Amazon, ce sera une nouvelle œuvre, oui, inspirée de l'univers de Tolkien. Et je pense que ce sera la meilleure façon de la voir, comme étant une œuvre qui n'appartient absolument pas au canon de la Terre du Milieu, mais comme un hommage, espérons-le, comme un hommage à la création tolkienienne. Ce qui est assez... on pourrait tout à fait envisager de comparer ça avec, par exemple, le Trône de Fer qui se termine, enfin là, sans spoiler ni quoi que ce soit, mais la série se termine là où le roman n'est pas encore allé, finalement. C'était une interprétation totalement autre, avec, je vois ton sourire, totalement autre, j'imagine, de ce que pourra envisager J.R.R. Martin, mais voilà, on peut envisager effectivement que ce soit très différent de ce que Tolkien avait prévu pour cet univers-là. Des livres et nous, Maxime Pisano. Et vous êtes bien sûr dans Délivrez-nous, votre émission d'actualité littéraire avec notre invité Jean-Philippe Jaworski. Jean-Philippe, merci encore d'être venu et surtout, là je vais te laisser la parole, je vais prendre un peu de repos puisque c'est toi qui vas nous parler d'un coup de cœur littéraire que tu avais envie de nous présenter. Oui, alors en fait même il y a deux livres dont je voudrais vous parler. Pour commencer, le livre le plus sombre, le livre d'histoire, et puis ensuite un roman d'imaginaire. Il s'agit tout d'abord de Tous ceux qui tombent, un essai historique de Jérémy Foa, publié à la Découverte. Jérémy Foa est maître de conférences spécialisé en histoire moderne, et il s'est intéressé à un sujet a priori très rebattu, le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais il l'a abordé avec un angle radicalement différent, dans la mesure où il a décidé de s'intéresser aux victimes ordinaires du massacre. Comment aller les retrouver ? On a quand même un massacre qui est vieux de plusieurs siècles. Il a dépouillé, en fait, des registres notariaux. Il a dépouillé le registre du greffe de la prison du Châtelet à Paris, depuis la fin des années 1560 jusqu'en 1572, la date du massacre. Il a croisé ces informations et il a pu reconstituer un certain nombre d'affaires criminelles pendant le massacre de la Saint-Barthélemy, retrouver les noms de certaines victimes, retrouver les circonstances dans lesquelles elles ont été massacrées. Et à partir de ces enquêtes qui sont vraiment des cold cases historiques, il en a tiré certaines hypothèses qui nous éclairent un peu mieux sur les circonstances du massacre. Alors il y a une première énigme qu'il pense avoir élucidée, qui est le fait que la plupart des victimes ont ouvert la porte à leurs assassins.
Et il s'est demandé, mais comment est-ce que, un ou deux cas encore, mais ça revenait très très souvent. Et il a découvert en fait que les protestants parisiens avaient l'habitude d'être harcelés par la milice en particulier, mais que jusqu'au massacre en 1572, c'était du harcèlement, c'était des emprisonnements, mais finalement ils s'en tiraient toujours. Et par conséquent, ils avaient tellement l'habitude qu'on vienne les harceler chez eux que le jour du massacre, en fait, ils sont venus ouvrir la porte en s'attendant à des ennuis, mais pas à quelque chose d'aussi grave. Un autre point qui est vraiment très intéressant qu'il a dégagé, c'est qu'en fait, contrairement à l'image qui circule souvent, c'est pas la foule catholique qui a massacré les protestants, mais très souvent ce sont des petits groupes, la milice, fanatisés, qui étaient préparés. Alors il dit que le massacre a été préparé mais pas prémédité. C'est-à-dire pas prémédité en ce sens que la couronne ne voulait pas massacrer tous les protestants, mais juste éliminer une vingtaine de chefs, mais préparé en ce sens qu'il y avait eu une telle habitude du harcèlement des minorités religieuses par les milices, qu'en fait, les miliciens connaissaient parfaitement tous les protestants, leurs adresses, leurs habitudes. Ils avaient aussi pris l'habitude de les déshumaniser en les incarcérant, en les molestant, et par conséquent, le passage à l'acte criminel en a été facilité. Alors, donc, il y a le volet vraiment historique qui est nouveau, parce qu'il y a cette attention portée à l'assassinat des gens ordinaires qui avait été peu fait, voire pas fait jusqu'à présent. Et en plus, il y a un dispositif très particulier sur le plan narratif, en ce sens que Tous ceux qui tombent, c'est un espèce de livre d'exo-histoire. Alors, l'exo-fiction, c'est le roman où le romancier va se mettre en scène en train de faire ses recherches sur son sujet. Dans ce livre, l'historien se met en scène en train de faire ses recherches. C'est assez étonnant parce que ça crée une écriture qui semble très subjective, inhabituelle dans le cadre de l'essai historique. Mais en fait, c'est très honnête parce qu'il nous dit clairement, quand il s'interroge lui-même sur la validité de ses hypothèses, sur les difficultés qu'il va rencontrer dans le cadre de ses recherches, sur la limite très ténue qui peut exister entre l'hypothèse historique et la fiction historique. Alors, pour le deuxième livre, je ne sais pas si j'ai le temps... Oui, tu as encore un peu de temps devant toi. Alors, un livre un petit peu plus léger quand même. Il s'agit de Kra, un roman de John Crowley, grand romancier américain, qui a été publié aux USA en 2017 et qui a été traduit en 2020 chez La Talente. Alors, Kra, c'est un roman assez particulier. On pourrait dire que c'est une sorte de roman de fantastique animalier. Oui. Dans la mesure où le personnage principal d'Art Duchesne est une corneille, et une corneille qui a une histoire très particulière puisque plus que l'Antiquité, à l'époque préhistorique, un peu par accident, elle a acquis l'immortalité. Ce qui lui permet de traverser les âges, mais avec son point de vue d'oiseau et pas un point de vue humain. Alors, un point de vue d'oiseau, ce qui fait que John Crowley crée en quelque sorte un roman de révolution sociologique animalier. À l'époque moderne, on avait des auteurs comme Montaigne, Voltaire, La Hontan, qui prenaient le point de vue des cannibales, des Indiens, des Hurons pour observer la civilisation européenne. Là, John Crowley prend le point de vue d'un animal pour observer la civilisation humaine à travers les âges. Et c'est un roman qui est à la fois plein de mélancolie et plein d'humour, plein d'un humour noir, grinçant. C'est aussi un roman animalier en ce sens que Dard Duchesne est très occupé par sa société animale et que l'humanité vit un peu en marge, mais en même temps l'humanité a une influence de plus en plus forte sur l'évolution de la société des Corneilles jusqu'à la fin du roman où on a le point de vue de l'animal quasiment sur l'écocide qui est en cours à notre époque. Donc un roman très très particulier, très drôle, parfois tragicomique en fait, plein d'originalité et en même temps en plein dans les questions sur l'évolution de la planète. Le genre de roman qu'on referme en se disant on aurait aimé avoir cette idée. Oui, on le lit, on le découvre et on se dit non mais c'est tout bête et en même temps c'est assez incroyable d'avoir eu cette idée et que quelqu'un a eu quelque part cette idée de prendre ce point de vue là, c'est tout à fait passionnant.
Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir été mon invité, c'était vraiment trop court comme à chaque fois dans ce genre d'émission, mais avec toi c'est vraiment à chaque fois un plaisir quand on se parle en dehors de la radio mais également dans le cadre de cette émission, donc merci encore. Merci Maxime.